Une production, Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Ce matin, je reçois Laura Cherfi. Laura, tu es coach en développement personnel et thérapeute d'approche psychocorporelle et holistique. Tu es aussi une femme engagée. Tu as cofondé l'association Les Chahuteuses qui milite pour des sexualités joyeuses. Tu es une femme en travail depuis ton intime vers le monde. Bonjour Laura, ça te fait quoi d'être derrière le micro de Coquelicot ? Bonjour, je suis ravie. Et très heureuse en fait de voir la parole se libérer autour des questions de sexualité. Donc merci pour l'invitation, vraiment. En quoi la sexualité permet de mieux nous comprendre et de mieux écouter l'autre, selon toi ? Ouf, d'accord, donc on est sur des questions superficielles dès le début. Ok. En quoi la sexualité permet de mieux nous comprendre et de mieux écouter l'autre, tu disais, nous connecter. Je crois, la sexualité, pour moi, c'est le siège de notre plaisir, de nos désirs. C'est aussi le siège de notre individualité, de notre animalité. Et en même temps, à partir de cet endroit-là, il y a vraiment cette capacité à se connecter à l'autre, aux autres, qui est différente de la manière dont on interagit dans nos sociétés, qui passe pas par la raison, par la parole, mais par la sensation, par le partage d'émotions. Ça nous pousse à nous connecter à d'autres endroits en fait. Et je pense que c'est aussi un pont très intéressant pour se connecter à notre spiritualité, ou en tout cas à ces endroits invisibles où on peut percevoir, vivre des choses qui parfois sont bien plus grandes que nous et peuvent nous dépasser. En tout cas, moi, je trouve que c'est de très beaux espaces d'exploration à partager. Mettre de la poésie dans nos rapports sexuels, ça t'évoque quoi ? Maintenant qu'on est là. Ça m'évoque de la beauté. Ça m'évoque la culture porno aussi. Pour moi, c'est une réponse à ça. Et effectivement, dans un univers capitaliste, consumériste, où l'éducation sexuelle principale, en fait, elle se fait via la pornographie. Il y a vraiment pour moi un besoin de ralentir, de remettre du beau, de remettre de l'émotion, sans aller non plus jusqu'à une sacralisation qui pourrait devenir une forme de dogme, parce que pour moi cette culture capitaliste, libérale et l'espace porno du coup qui s'est créé dedans, c'est aussi une réponse à plusieurs millénaires de judéo-chrétienté extrêmement figée, avec une sursacralisation dans le rapport à nos corps. Donc je pense que c'est un bon moment pour notre humanité, pour aller chercher un endroit juste pour chacune, pour chacun. Et pour ça, je pense qu'il y aura besoin de respect, de douceur, d'écoute, de beauté. Et en ça, cette notion de poésie, elle me parle. Qu'est-ce que cette période de société éclaire, bouscule dans notre rapport au plaisir ?
depuis 1 an et demi, on va dire, cette période de société? Qu'est-ce qu'elle a changé? Le côté Covid, dans notre rapport au plaisir. Covid et confinement. Covid et confinement, ouais. Justement, je pense qu'on a été coupé de cette surconsommation, de cette profusion en fait d'événements, de rencontres, du rythme effréné. En tout cas, moi, je vis en région parisienne, mais je pense que même ailleurs, entre le boulot, les enfants, la culture, les sorties, voilà, les 1000 besoins, ou en tout cas les 1000 plaisirs dont on pense avoir besoin. C'est une bonne chose que tout ça ait pu ralentir. Et moi, ce que je vois dans mes accompagnements, c'est qu'il y a pas mal de personnes pour qui ça permet de questionner le rapport à l'essentiel, en fait. Et qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi la différence entre un besoin et un désir? Et notre société capitaliste a tout intérêt à nous faire croire que nous avons besoin de satisfaire l'intégralité de nos désirs, ce avec quoi je suis pas forcément d'accord. Tu développes un peu ça, ouais. S'il te plaît, cette idée que la société capitaliste nous pousse à une boulimie. Enfin, c'est comme ça que je comprends la chose. J'aimerais t'entendre un peu plus là-dessus. Ouais. C'est simple, hein, c'est la consommation. La consommation pour créer voilà, une croissance continue et éternelle dont on connaît pas les limites. Enfin, là, justement, on commence à les connaître. Mais en tout cas, voilà, l'intérêt de cette société, c'est de nous dire, tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Et c'est vrai que c'est fondé sur une valeur de liberté. Derrière le capitalisme, il y a le libéralisme. Moi, je suis une amoureuse de la liberté. Voilà, je crois pas que on ait besoin, en fait, de satisfaire tous nos désirs à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que moi, je reviens souvent à la notion de besoin fondamental et à cette idée que, en fait, on a tous des tas de besoins fondamentaux qui sont des valeurs, en fait, et qui sont floues dans l'absolu. Donc la liberté, la sécurité, le plaisir. On peut en citer plein d'autres, mais il y a 1000 manières, en fait, de nourrir ces besoins-là qui sont fondamentaux. Et puis après, on a les stratégies, qui sont les moyens qu'on a en tête pour pouvoir les satisfaire. Par exemple, là on parlait de plaisir, donc pour me faire plaisir, j'ai besoin de m'acheter des fringues régulièrement, j'ai besoin d'aller au resto souvent, j'ai besoin de partir dans des vacances loin et chères. Et ça, en fait, c'est les stratégies. Et en fait, pour nourrir le besoin fondamental de plaisir, notre système intérieur, il s'en fiche, en fait, qu'on aille à l'autre bout du monde, qu'on ait des tas de vêtements, etc. Son besoin, c'est de ressentir l'émotion associée au plaisir. Et du coup, je pense que cette période de Covid et donc de confinement, elle nous permet aussi de revenir à l'essentiel et de nous dire, en fait, c'est quoi mes besoins fondamentaux et qu'est-ce que j'ai sous la main d'accessible qui me permettent de les nourrir. Et puis, je pense que ça a aussi mis le doigt sur notre besoin de connexion et sur le fait qu'on est des êtres sociaux et qu'on a beau... moi, je suis la première à prôner une forme d'autonomie dans la satisfaction de nos besoins, une forme d'indépendance, etc. Mais tout ça, c'est sans oublier qu'on est d'abord des êtres sociaux qui ont besoin de vivre en étant interconnectés les uns avec les autres. Et en tout cas, je suis ravie de sortir de cette période de confinement pour pouvoir me reconnecter aux autres. Ouais. C'est quoi les stéréotypes issus de ta famille ou de ton éducation que tu as dû radicalement remettre en cause pour faire de la place à une sexualité joyeuse? Alors, moi, j'ai grandi avec une mère principalement célibataire qui s'est battue, en fait, pour faire entendre sa voix et pour sa propre liberté, que ce soit auprès de ses parents comme dans ses relations amoureuses. Et du coup, ce que j'ai vu, c'est une forme d'affirmation de soi et de liberté, mais douloureuse.
douloureuse, avec cette idée que il y aurait besoin de se couper en fait du lien pour pouvoir avancer. Mais en fait, quand je regarde les circonstances, c'est pas qu'elle voulait se couper du lien, c'est qu'elle n'a pas eu d'autre choix en fait pour pouvoir se faire entendre et pour pouvoir être respectée. Donc moi j'ai cette image-là. Et par ailleurs, j'ai aussi une maman qui a une injonction très forte que beaucoup de femmes ont, parce qu'on nous a, c'est ma croyance, bien rangées dans ces cases-là pendant des siècles et bien éduquées à ça. C'est l'injonction à faire plaisir. Faire plaisir à l'autre, faire plaisir à son époux, évidemment, être cantonné à un rôle de mère et donc être toujours dans le soin des autres, faire plaisir à ses enfants, prendre soin, s'occuper des charges relationnelles, se sacrifier en fait pour donner et faire plaisir à l'autre. Et donc moi j'ai grandi dans ce truc-là où à la fois elle tenait vraiment à se faire plaisir parce qu'il y a de l'amour qui se planque dedans, évidemment. Et en même temps, où il y avait quelque chose de coûteux en fait dans les relations et un retour qui vient pas forcément. Ça mélangé à ce qu'elle m'a toujours dit, qui est tu feras ce que tu veux, tu seras libre, pense à toi. Donc c'est marrant d'avoir eu ce modèle de femme qui fait plaisir et qui me dit en même temps pense à toi. Et ça c'est l'axe que je retrouve en fait involontairement. Mais dans tout mon travail, parce qu'en matière de sexualité et d'empowerment des femmes dans nos sexualités, pour moi, la première chose à déconstruire, mais qui est aussi une trame en fait, sur tout le long de la déconstruction, c'est ça. C'est comment est-ce que je fais pour être vraiment en lien avec mes désirs, à minima avec mes besoins, et pouvoir du coup vivre ce que j'ai envie de vivre dans mon authenticité, tout en créant cette possibilité-là pour l'autre, pour mes partenaires, et leur ouvrir aussi l'espace de cette authenticité, de cette connexion à ce qu'ils ou elles veulent. Et puis à partir de ça, comment est-ce qu'on fait pour créer des ponts ensemble, en fait? Et ça, c'est vraiment la question qui drive toutes mes explorations. Sur ton site, tu écris « Aujourd'hui, je suis identifiée dans les cercles féministes comme un peu trop thérapeute et dans les cercles thérapeutiques comme un peu trop féministe. » Qu'est-ce que toi, tu mets dans le « un peu trop » ? Ouais. Le problème que beaucoup de personnes ont avec les féministes, et là je fais des guillemets, on a un problème avec la colère des féministes. Et on leur dit, vous êtes trop en colère, vous êtes trop agressive, c'est problématique, vous êtes trop en contre. Et moi, cette colère, je l'ai eue. Elle est encore là quelque part, mais je l'ai travaillée, je l'ai développée de manière à ce qu'elle devienne un facteur de création. Et en fait, la colère de mes sœurs, je la comprends, parce que ça fait des millénaires qu'on leur dit tu passeras derrière, et que quand elles ont, comme ma mère, l'insolence de pouvoir dire moi en fait je voudrais la même chose que toi, donc moi aussi ce que je veux ça compte, et moi aussi mes ressentis ils comptent, en fait on leur dit t'es un peu trop agressive ma chérie, et ou t'en demandes un peu trop, t'exagères, etc. Et donc t'es bien masculine. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est masculine celle-ci. Et du coup moi je la comprends cette colère, et surtout pour moi, les lignées de femmes sont marquées par des générations et des générations et des générations de traumatismes sexuels. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Le devoir conjugal, c'est encore quelque chose qui existe dans le droit français aujourd'hui. Et quand on a vécu des agressions sexuelles, ou quand notre consentement a été dépassé, redépassé dans une culture qui nous dit qu'en plus, c'est normal. Quand on est dans des situations qui nous renvoient à cette posture de soumission, on va pas toujours être complètement, parfaitement alignée et sereine dans l'expression de tout ça. Donc mes sœurs, je les comprends. Et en même temps, quand je suis avec elles, je suis la thérapeute de service, celle qui les renvoie à leur propre capacité à dépasser justement
ces enjeux-là, à les transcender, à les transformer. Je suis celle qui renvoie à nos capacités individuelles et à qui on dit parfois mais tu oublies les mécanismes sociétaux. Et je les oublie pas. C'est juste que voilà, j'essaye de donner les clés à chacune et parfois ça passe par le fait d'oublier un petit peu ou de mettre un peu de côté qu'on vit dans une société encore un peu trop inégalitaire et dans ce cas-là précisément encore trop patriarcale. Voilà, donc j'essaye de faire un peu les ponts entre les deux mondes, d'empowerer les femmes, mais sans oublier qu'effectivement il y a un travail sociétal à continuer de construire, à continuer de développer, et qu'on a besoin aussi que les personnes en position de privilège, que ce soit de par leur statut d'homme, mais aussi de par nos richesses diverses et variées, puissent prendre conscience de ça. Et je sais que quand je parle à mes sœurs féministes de ce chemin thérapeutique, il y a une question qui est ouais, mais la thérapie, ça coûte de l'argent. Et donc, oui, en tant que femme blanche, qui a une famille, qui peut la soutenir, qui a des ressources, etc., bah, la thérapie, peut-être que je peux me la payer, là où d'autres ne peuvent pas. Donc, je pense que la réponse, c'est de continuer à créer des liens entre ces mondes-là. Et moi, je rêve d'un jour où notamment les enjeux de sexisme et de violence sexuelle pourront être pris en charge par la sécurité sociale en matière de thérapie. Une très belle association qui s'appelle Stop Violence Sexuelle qui fait du lobbying pour ça, que je soutiens. La révolution de l'amour et des relations, pourquoi pour toi ? Parce qu'on vit dans un monde assez inédit en termes de possibilités de parité et d'égalité. Donc je parle de tout cet héritage patriarcal qui est encore trop présent et en même temps en conscience du fait que en tout cas, en France, aujourd'hui, on n'a jamais été en fait dans une société aussi égalitaire, avec autant de possibilités, avec autant d'outils aussi, de connaissances. Et je crois que l'amour à parité, c'est quelque chose de pas encore tout à fait défini. Mais on retrouve ça aussi dans le monde des entreprises, hein, dans lequel les hiérarchies ont tendance à s'écraser un peu, les lignes hiérarchiques ont tendance à se raccourcir, on a tendance à horizontaliser un peu plus les rapports, sans mauvais jeu de mots, et à remettre la communication, la coopération au centre et à essayer de sortir un petit peu plus des enjeux de pouvoir. Donc voilà, moi je crois qu'on a une belle opportunité de réinventer la parité. C'est mon beau-père qui me fait rire, qui me demande tous les 2-3 ans, je sais pas à quel moment, dit mais dans votre couple avec Fabrice, qui est-ce qui porte la culotte ? Comme si en fait c'était nécessaire pour qu'une relation fonctionne, qu'il y ait une personne qui à un moment donné, quand il y a des désaccords, prenne le dessus, tranche. Et moi je crois à autre chose. Et ça ouvre plein de questions, plein d'explorations sur comment on communique, comment on fait pour être authentique ensemble, quand les désirs divergent, qu'est-ce qui se passe, comment on fait. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail là-dessus. Et sur cette question de révolution de l'amour, bah évidemment, hein, et de cette notion de parité, d'égalité, il y a aussi la question de l'égalité dans le couple. Et aujourd'hui, il y a des enjeux de charge mentale que portent encore trop souvent les femmes, notamment autour des corvées ménagères. Il y a aussi la question de la charge relationnelle qui est de plus en plus développée, où les femmes sont encore celles qui prennent beaucoup soin de la relation et qui investissent de l'énergie là-dedans. Voilà, il y a tout un tas de sujets à creuser. Le podcast Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon creuse très bien ces liens entre révolution de l'amour et féminisme pour les personnes qui ont envie de creuser un peu plus. Comment est-ce que tu poses le cadre et la question du consentement dans les ateliers consentement que tu mènes ? Et ça permettrait quoi de nous éduquer au consentement ? Alors, la culture du consentement, pour moi, c'est la réponse directe à la culture du viol. Bon, il y a plein de personnes qui diront mais on ne vit pas dans une culture du viol. Ça se discute.
y a un très bon épisode des Tout le monde s'en fout sur le sujet que je recommande. Également un bouquin qui s'appelle Le monde avant MeToo, qui reprend juste des publicités voilà, du XXe siècle pour montrer juste le champ culturel et la norme culturelle. Et donc pour moi, on est dans une culture du viol et on peut pas arrêter une culture ou un système si on ne propose pas de solution. Et les enjeux de consentement, ils ont besoin d'être développés, évidemment. Alors moi, le cadre que je donne à ces ateliers qu'on propose régulièrement aux chahuteuses, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure autour de cette quête. Comment je peux être authentique, présent, connecté à ce que je veux, comment je peux permettre ça à l'autre et comment on peut co-créer ensemble. Pour moi, c'est ça, la culture du consentement. Et en fait, ce qui émerge le plus dans ces ateliers, c'est d'abord le rapport au non, qui est un immense sujet. Dire non, il y a quelque chose de tabou en fait dans nos sociétés. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui est évité dans les conversations. J'adore observer à quel point on regorge d'imagination pour pouvoir dire non ou je ne veux pas d'une manière hyper parfois poétique, mais en tout cas voilà hyper élaborée, alors que non en fait c'est un mot complet et suffisant. Et ça va avec cette culture du fait plaisir aussi, où il faut faire plaisir à l'autre. Et en fait, dire oui à l'autre, c'est lui dire qu'on l'aime. Dire non à l'autre, c'est le ou la rejeter en tant que personne. Et là, pour moi, il y a un problème fondamental, quoi. Je dis non à une proposition, à un comportement, à une demande. Ça n'a rien à voir avec à quel point j'apprécie l'autre ou pas. Peut-être que juste, en fait, là, aujourd'hui, maintenant, j'ai besoin de dire oui à autre chose, en fait, à un autre de mes besoins. Et voilà, ce tabou autour du non, il ressurgit énormément pendant ces ateliers. Donc on pratique le non, et puis on observe émotionnellement qu'est-ce que ça fait quand on me dit non, quand je dis non. Et c'est très drôle, on a des personnes qui passent l'atelier en fait à expérimenter à dire non parce que c'est hyper jouissif et c'est hyper libérateur et elles adorent ça. En fait, ça leur fait du bien. On marque son espace. On pose ses limites, on marque son espace. Ouais, exactement. L'acceptation des limites. Et si on est dans une logique de dépassement de nos limites, ce à quoi notre société aussi nous pousse énormément, moi je crois que c'est important d'abord de les connaître, de les reconnaître, de les respecter, de les honorer suffisamment pour, quand on a besoin de les dépasser, pouvoir le faire en conscience. Parce que quand on n'a pas ça, en fait... c'est juste l'épuisement, c'est juste le burn-out. En fait, je n'ai pas conscience de mes limites, ou je les vois, mais je les respecte jamais, je les honore pas. En fait, je vais être en burn-out, soit au boulot, soit surmenée dans ma vie personnelle, émotionnelle, relationnelle. Et en fait, une personne qui est en dépassement total de ses limites, ce n'est plus une personne qui arrive à aimer et à prendre soin des autres comme elle a envie de le faire, en fait, à la base. Ou en tout cas, si elle arrive à prendre soin des autres et à continuer à être dans cet amour-là, dans ce don-là, il y a une ardoise qui se paye quelque part et ça peut être aussi dans son rapport à sa propre santé, à elle. En tout cas, voilà, pour moi, il y a une écologie personnelle à trouver, sortir du tabou, en fait, du tabou du non et pouvoir dire oui, non. Et si c'est pas possible maintenant, est-ce que ce sera possible à un autre moment ? Et donc voilà, pour les personnes qui auraient du mal à dire non, une astuce qui peut aider et qui peut marcher assez souvent, c'est de, quand vous avez envie de dire non à quelque chose, de dire à quoi est-ce que vous dites oui à la place. Quand je dis non à quelque chose, je suis toujours en train de dire oui à autre chose. Donc je suis désolée, je peux pas m'en occuper maintenant, je suis sur tel dossier. Je suis désolée, là, j'ai besoin de me reposer et éventuellement j'ai besoin d'un câlin. Mais là, le sexe, c'est pas possible pour moi ce soir. Je te taquine un peu. On a besoin d'être désolé pour dire non ? On n'en a pas besoin. Il n'y a pas besoin de s'excuser. Non est une phrase complète. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, pour moi, il y a une différence entre les personnes avec qui j'ai pas de lien, en fait. Par exemple, moi je dis non, voire je peux envoyer chier certaines personnes dans la rue, en fait, quand il y a des comportements qui me conviennent pas ou que juste c'est pas possible.
Mais effectivement, il y a quelque chose dans les relations qui comptent pour nous, dont on a envie de prendre soin, qui peut être intéressant de prendre en compte en se disant, on n'est pas habitué du coup à entendre non dans nos sociétés. Et il y a ces croyances dans nos sociétés, comme quoi si je dis non à quelqu'un, je suis en train de rejeter la personne. Donc ça peut être intéressant d'emballer un petit peu la chose, juste pour dire et je t'aime. Donc c'est pas du non mais, c'est du non et. Non, je peux pas. Et si t'as envie qu'on partage ça, c'est possible. Ou et peut-être à un autre moment. Ou et je te fais un petit câlin, juste un petit hug ou une petite tape sur l'épaule ou voilà un petit geste simple, accessible pour moi qui montre que je reste en lien avec toi. Parmi les gens qui participent aux événements organisés par les Chahuteuses et tes patients, et parmi tes patients, que ce soit en couple ou en séance individuelle, est-ce qu'il y a un profil type ou un dénominateur commun ? Alors, sur mes accompagnements individuels, c'est plus facile de répondre à ta question. Beaucoup de femmes qui cherchent à trouver leur liberté, à se défaire d'injonctions, à trouver leur puissance. Et en fait, elles arrivent avec des demandes assez variées. Ça peut toucher le monde professionnel, le monde perso, l'aspect sexo. Mais voilà, souvent on arrive à ces endroits-là j'arrive à m'accepter suffisamment et à me donner suffisamment d'amour pour me dire que ce que je souhaite, c'est légitime. Et en me légitimant, j'arrive à trouver aussi une manière peut-être plus équilibrée d'arriver à là où j'ai besoin d'arriver. Il y a aussi des enjeux d'affirmation de soi, trouver sa place, porter sa voix. Et là, tout genre confondu, des personnes qui ont envie de relations plus apaisées en fait, et qui cherchent justement cet endroit-là où elles ou ils peuvent être eux-mêmes, avec leurs partenaires ou avec des membres de leur famille ou autres. Et voilà, quand il y a des divergences, quoi, comment on fait pour être ensemble quand il y a du désaccord et pour continuer à aller dans une direction commune alors qu'on n'est pas d'accord sur la direction commune. Et aux Chahuteuses, on a des curieuses, on a des curieux. On a des personnes qui se questionnent, on a des personnes qui sont conscientes qu'il y a un problème en fait dans notre culture en matière de sexualité. Nous, l'association, on l'a développée, on a commencé à la porter en 2012-2013. Il n'y avait pas tous ces podcasts, tous ces comptes Insta, toute cette démocratisation, cette libération de la parole. Donc, on est ravis d'assister à ça. Mais c'est vraiment voilà ce public-là. On sait qu'il y a un problème, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il est, et on cherche des solutions. On cherche une ouverture, on cherche une autre manière de voir les choses. Et donc là, tu peux rentrer, des listes entières de problématiques, d'enjeux rencontrés dans les vies perso et intimes. Il y a tous les âges aux Chahuteuses ? On a quand même un noyau plutôt génération Y. Je pense que c'est propre à cette génération de personnes qui ont peut-être aujourd'hui entre 30 et 40 ans, voilà, de bousculer les normes qui étaient là avant. Mais globalement, ça va de 20 je crois qu'on a eu une personne de 77 ans sur un atelier tendresse et consentement un jour. Ça reste encore un public assez blanc. Voilà, et je pense que ça touche à la question des privilèges, mais aussi de la culture. Voilà, quand on voit sexualité joyeuse, je sais qu'on comprend quelque chose autour de peut-être la surconsommation ou l'ouverture en fait sexuelle. Et c'est vrai qu'on parle de diversité sexuelle, donc il y a des tas de profils, de personnes qui viennent partager leur histoire, qui rentrent pas dans les codes de diverses cultures. Mais voilà, on a encore une question d'inclusivité à cet endroit-là. Et on a beaucoup de personnes
donc cisgenres, donc dont des femmes qui sont nées dans un corps de femme et donc qui s'identifient comme femmes. On a des hommes cisgenres, on a aussi des personnes transgenres, non binaires, qui ont conscience du fait que les stéréotypes en fait associés à qui on devrait être de par le fait qu'on est né avec une vulve ou un pénis sont hyper forts et qui ont besoin, consciemment ou pas, vraiment de se détacher de ces stéréotypes-là. Et donc nous, aux Chahuteuses, typiquement, on demande aux personnes le pronom par lequel elles souhaitent être appelées. Parce que parfois il va y avoir une personne qui a de la poitrine, qui semble-t-il aurait une vulve, même si on ne le voit pas, et qui souhaite être genré au masculin. Et nous, aux Chahuteuses, on respecte et on honore ça. Qu'est-ce que les thérapies psychocorporelles et holistiques permettent de dénouer et de libérer? Comment tu fais démarrer par l'amour de soi? Tu as un programme self-love. On peut parler aussi de ton atelier d'hier soir. C'était joli comme clin d'œil. Adopte ta vulve, ouais. Qu'est-ce que les thérapies psychocorporelles permettent? En fait, moi, ce qui m'intéresse dans le psychocorporel, c'est que l'accompagnement uniquement par le mental et par l'analyse et par la parole, pour moi, ça a une limite très simple qui est que moi, j'ai une assez bonne capacité d'analyse, j'ai des conversations, voilà, je comprends à peu près d'où je viens, etc. Sauf qu'il y a certains sujets sur lesquels, en fait, philosophiquement, je suis hyper au clair sur là où j'ai envie d'aller. Par contre, émotionnellement, c'est une chienlit, quoi. Et donc, le côté analysé, décortiqué, etc., alors que c'est la tête comprend, mais que c'est au niveau du corps émotionnel que ça bloque, pour moi, ça a des limites. Et c'est pour ça que je me suis intéressée aux thérapies psychocorporelles, d'abord en tant que personne qui venait chercher des réponses pour elle. Et je crois notamment que quand on parle d'amour, quand on parle d'intimité, quand on parle d'émotions, de sentiments, on est dans le champ du corps, des ressentis. Et du coup, pour moi, le corps, c'est une boussole, en fait. C'est-à-dire que si j'ai des difficultés dans mon couple à communiquer, alors oui, on peut parler de méthode pour communiquer. Mais si je suis en tension totale à chaque fois et que ça part d'un endroit où je suis figée ou où je suis en combat, ce sera pour moi moins intéressant. Et donc, c'est comment est-ce que on va faire de notre corps un allié, comment est-ce qu'on va chercher des ressources à l'intérieur de notre corps, et comment, en fait, on peut se laisser porter par les différentes parties de nous qui vont s'exprimer à travers notre corps. Par exemple, voilà, si j'ai du mal à communiquer et qu'à chaque fois j'ai un blocage dans la poitrine hyper fort et que c'est serré, et du coup, si je regagne de la mobilité à cet endroit-là, ça va me permettre de parler depuis un endroit plus centré. Et du coup aussi dans l'accompagnement, moi on parle beaucoup dans mes accompagnements, mais quand on trouve des solutions, on va aller voir dans le corps, tiens, est-ce que ça te fait du bien là où ça te serrait tout à l'heure ou pas? Et si ça continue de serrer, c'est que c'est pas la bonne solution pour cette personne là maintenant. Et par contre, quand on touche à des solutions, on voit que là il y a une ouverture, il y a une aisance, il y a quelque chose qui se libère. Là, ça fait boussole, en fait. Ça nous indique qu'on est sur le bon chemin. Tu nous parles d'Adopte ta vulve? Ouais. Ça, c'est un atelier que j'ai créé pour les Chahuteuses il y a plusieurs années et puis que je continue d'animer dans différents contextes. L'idée, c'est de permettre aux personnes qui ont une vulve, donc qui ont été sociabilisées comme femmes dans ce contexte de fait plaisir, de devoir conjugal, etc. Ou simplement, en fait, dans ce contexte où on ne nous parle pas de nos vulves, on ne nous parle pas de cette anatomie. En fait, on sait très peu de choses. Encore aujourd'hui là-dessus, les premières... tu le sais, hein, les premières échographies du clitoris, elles datent des années 90 et elles ont commencé à être démocratisées tout doucement sur la fin des années 2000.
Et donc, en fait, on ne sait pas ce qu'on a entre les jambes. Et donc, l'idée, c'est de permettre aux personnes présentes déjà d'avoir cette information-là sur voilà de quoi vos sexes sont faits, voilà votre vulve, voilà ces zones érogènes, voilà ces zones érectiles, votre clitoris fonctionne de manière très 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 similaire à un pénis, voilà pourquoi, voilà comment en tant que femme on a aussi des érections, voilà il y a tout un tas de champs anatomiques parce que je crois que l'information c'est le pouvoir. Et puis il y a aussi la question de quelle relation est-ce que j'entretiens avec mon sexe. Et finalement nos vulves c'est des parties de nous à qui on demande beaucoup de choses. On leur demande de la disponibilité, du plaisir, des accouchements, et la question c'est qu'est-ce qu'on leur donne, quoi, qu'est-ce qu'on leur amène comme bienveillance, comme écoute au niveau du rythme, au niveau des besoins, et à quel point est-ce qu'on arrive à entendre ce dont nos vulves ont besoin et à en être les porte-paroles, notamment auprès de nos partenaires. Tu as créé avec Claire Noël le programme Rising Queen pour libérer sa souveraineté de femme. Qu'est-ce qui te surprend, te transforme pendant ces retraites ? Et toi, en quoi tu es une Rising Queen ? En fait, ce qui nous relie avec Claire, c'est à la fois un engagement historique chacune de nos côtés dans l'empowerment des femmes, un archétype de guerrière qui nous a porté en fait et qui nous a permis de dépasser certains plafonds de verre, et puis une sororité, une amitié assez forte qui a pris du temps parce qu'on avait un peu peur l'une de l'autre. On est aussi éduqués à une forme de compétition entre femmes dans nos sociétés. Et en fait, là où on s'est rejointes par l'expérience en fait de cette première retraite Rising Queen qu'on a faite, c'est sur la puissance de la douceur. Et je pense qu'on a pas mal de personnes qui venaient chercher un espèce d'empowerment en force et en contre. Et nous, en fait, ce qu'on s'est retrouvés à leur partager, c'est quelque chose d'un peu moins feu, d'un peu moins guerrier, et d'un peu plus de l'ordre de la douceur, de la puissance, de quelque chose d'assez aquatique, d'assez enveloppant, comme socle pour pouvoir ensuite allumer le feu, développer sa puissance, sortir la guerrière quand il y en a besoin. Et avoir cette capacité-là, mais voilà, d'abord pouvoir s'apporter de la reconnaissance, de la bienveillance, de l'écoute, du soutien, et sortir en fait des schémas historiques de pouvoir en fait, qui se font par la force et en contre et en combat, et être beaucoup plus dans quelque chose de créatif, de constructif, qui prend son temps mais qui est solide, et qui s'intègre aussi dans une parité. Parce qu'on parle de Rising Queen, on parle d'être souveraine, d'être reine de son royaume, tout en conscience du fait que à côté de moi il y a aussi des reines et des rois qui ont leur propre royaume et que je n'ai pas besoin en fait d'écraser l'autre ou d'aller contre l'autre pour que ma puissance puisse rayonner et exister. Donc ça, c'est la petite surprise en fait qui a émergé, et on est très alignés là-dessus. Et en quoi est-ce que moi je suis une Rising Queen ? Ouais. Je prône la parité et je prône l'élévation. Et alors moi, du coup, j'ai eu ce paradoxe éducatif entre le fait plaisir et le tu feras ce que tu veux. J'ai une personnalité du coup qui était plutôt assez affirmée. J'étais plus du côté trop affirmé que pas assez. Mais il y a quelque chose qui voilà, j'ai beaucoup été une femme debout, et ce qui m'a marqué, c'est à quel point le fait que je puisse être debout pouvait pousser les autres à
à s'asseoir, à se minimiser et à me laisser la place finalement en disant si elle est debout, moi je peux pas me mettre debout. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a de la place en fait pour tout le monde et que juste culturellement on n'a pas encore complètement appris à créer l'espace pour qu'il y ait justement pleinement cette place-là pour tout le monde. Et donc moi je fais le maximum pour être debout parce que je crois à ça, mais aussi pour donner les outils aux autres pour s'élever et se lever et comme je le disais qu'on soit plusieurs à être reines et rois de nos royaumes. Je crois que c'est ça en tout cas, moi, c'est ça le monde auquel j'aspire. T'as devancé ma question. J'allais te demander, c'est quoi une femme dans sa souveraineté et ça laisse quoi comme place aux hommes? Une femme dans sa souveraineté... D'ailleurs, je reformule. Vas-y, ce que tu m'as dit, si j'ai bien écouté, c'est pas ça laisse quoi comme place, c'est quelle place pour les hommes? Ouais. Une femme dans sa souveraineté, je pense que on l'a déjà un peu développé. Sur la question de la place des hommes, il y a un paradoxe pour moi, qui est que évidemment l'idée c'est d'aspirer à un maximum d'égalité et à ce que tout le monde puisse avoir de la place et puisse avoir la même place et puisse être écouté de la même manière, accueilli de la même manière, pris en compte de la même manière. Et ça, c'est si on raisonne au présent et au futur. Malheureusement, on a un héritage quand même très très lourd. Très très lourd. Et comme je le disais, pour moi, il y a des générations de femmes traumatisées par des mécanismes sociétaux. Alors oui, les hommes ont aussi leur propre traumatisme dans leur lignée, notamment c'est eux qu'on faisait partir à la guerre. On pourrait parler des traumas de guerre qui sont quand même bien pesants, mais qu'on met aujourd'hui au même niveau en thérapie que les traumas sexuels. Néanmoins, je crois que les femmes ont globalement, et je fais des gros tas sociologiques, je sais que les parcours individuels peuvent être différents, mais sociologiquement, les femmes ont beaucoup écouté, ont beaucoup pris en compte les besoins des hommes, ont beaucoup pris en compte les besoins des uns, des autres, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, elles ont encore besoin d'être écoutées et d'être soutenues. Et en fait, quand il y a des discussions autour de sujets féministes, il y a très 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 souvent un homme qui vient prendre la parole et qui explique aux femmes comment ça devrait se passer le féminisme et comment elles devraient militer et qui leur explique en quoi leur militantisme il est déplacé ou il ne fonctionne pas, etc. Et en fait, moi je crois que la place des hommes aujourd'hui dans notre culture, elle gagnerait à commencer par l'écoute. Écoute ce qu'on dit. Écoute ce que disent toutes ces personnes qui te parlent en fait de quelque chose qui était invisible pour toi et qui était ancré dans leur chair et dans leur corps en termes d'expérience et dans la chair et dans le corps de leur mère et des mères des hommes aussi. Et commence par écouter. Commence par voir en quoi ce que dit cette femme, ça peut être intéressant. Et ensuite, n'hésite pas à venir questionner, te renseigner, te faire ta propre opinion sur qu'est-ce qui est équilibré ou pas dans ce qui a été dit. Mais je pense qu'il y a un besoin d'écoute assez fort. Et ce que je constate, c'est qu'au vu de la manière dont on a été éduqué, quand une femme est écoutée, elle le rend. Elle le rend. Le chemin relationnel, globalement, elle le fait. Elle est calibrée pour ça. Alors que dans notre héritage, dans notre culture, globalement, on a habitué les hommes, et même les petits garçons, très petits, à être des petits princes dont on prend soin des besoins, etc. Et quand on est écouté, on le rend pas forcément quand on a été habitué à ça. Donc voilà, je pense qu'il y a une recherche de réciprocité, mais que sur cette question du prendre soin et du premier pas, peut-être que la place des hommes peut être juste d'écouter. Et ça vaut aussi pour des discussions autres que celles du féminisme. Ça vaut pour les questions de, par exemple, des personnes blanches, des personnes noires, et des personnes qui vont nous expliquer, des personnes blanches qui vont nous expliquer qu'il n'y a pas de racisme en France. Va te renseigner, passe 6 mois de ta vie à lire en fait de la documentation qui a été créée par des personnes concernées, écoute des témoignages, va participer, va écouter des collectifs associatifs, et ensuite
effectivement, chacun est libre de penser ce qu'il ou elle veut. Mais l'information, c'est le pouvoir, et l'information que détiennent les personnes concernées par certains sujets, elle a pas de prix. Pour mettre du ludique dans le sexe, sur quelle piste de chasse au trésor en sensualité et joujou érotique tu nous dirigerais? Je fais un peu ma petite curieuse. Hein. Ah bah ouais, il y a de quoi faire aujourd'hui. C'est ça qui est chouette. Tellement de possibilités. Bon, déjà, prendre plaisir avec son corps, il y a une question de quelle place en fait je laisse au toucher et à mes sensations. Donc il n'y a pas forcément besoin de joujou. Juste, en général, le sujet dans nos sociétés, c'est de se créer le temps, de se créer l'espace pour se dire là, je vais prendre du plaisir. Là, je vais mettre de l'intention, juste, voilà, à me faire du bien. Et pour moi, il y a quelque chose de très intéressant comme porte d'entrée, même pour les personnes qui pourraient être un peu pudiques ou réfractaires à la masturbation. Il y a quelque chose déjà juste autour du massage qui est hyper intéressant, qui est une manière d'entrer en contact avec notre corps. En termes de sensations, il y a énormément de choses intéressantes du côté du slow sex. Moi, je trouve ça génial. Le premier atelier de slow sex que j'ai fait de ma vie, c'était dans le cadre des chahuteuses, donc il n'y avait pas de pratique sexuelle, c'était juste une espèce d'initiation. Et en fait, c'est Emmanuelle Duchesne qui l'animait. Elle nous a fait manger juste un petit quartier de clémentine, mais c'est en 3 minutes. Donc t'as 3 minutes pour manger ton quartier de clémentine. Donc au début, moi j'étais là, genre bon, alors ça normalement ça vit à peu près, allez, 10 secondes quand je prends mon temps, tu Max. vois. Max, c'est déjà généreux, tu vois. Et il y a vraiment quelque chose dans la reconnexion à notre système sensoriel, et donc mettre de l'attention sur les odeurs, sur ce que je vois, sur ce que je touche, tu vois. Et la clémentine, en fait, je vais prendre le temps de toucher, en fait, sa peau, de sentir les petites rainures, etc. Et quand je vais croquer dedans et que je vais voir les petits zestes, enfin les petits, je sais pas comment on appelle ça là, mais alors j'ai la sensation, j'ai l'image totale. Ouais, cette espèce de pulpe de la clémentine, et vraiment, tu vois, s'attarder sur chacun de ces petits morceaux, de ces fibres. Et c'était le meilleur fruit que j'ai mangé de ma vie entière, tu vois, juste par la puissance en fait de l'attention qu'on peut donner. Et donc là, l'outil, c'est notre système sensoriel, hein. C'est-à-dire, j'ai ma vue, mon ouïe, mon odorat, mon goût, mon toucher, et je zoome en fait sur mes sens. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec de la privation sensorielle. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui aiment bien se bander les yeux dans certains jeux sexuels, parce qu'à partir du moment où je me ferme à un sens, j'ai tous les autres qui sont en éveil. Moi, j'adore cette idée de privation sensorielle. Et puis après, il y a tout un tas de jouets absolument merveilleux. On pourrait faire une soirée entière dessus. Moi, ce que j'aime personnellement, parce que du coup, comment choisir là-dedans, je vais partir là-dessus. Moi, j'aime les jouets qui sont faits pour... alors déjà, j'aime bien la vibration de certains jouets, mais moi personnellement, je m'en sers pas directement sur le clitoris. Enfin, c'est pas ça qui me fait partir. Par contre, ça me détend énormément. Donc il y a la partie massage dont je parlais tout à l'heure, qui est un super moyen de rentrer en contact avec son sexe, avec son désir. Et du coup, ce qui vibre en termes de massage, juste à poser sur la vulve, le long des grandes lèvres, dans toute zone qui font envie, ça détend le corps, ça l'ouvre, ça détend l'esprit aussi, c'est très bien. Et après, moi, j'aime bien les jouets où il va y avoir une stimulation interne de ce qu'on appelle le point G. Donc, je sais pas si vous avez déjà eu un coquelito anatomie sur ce podcast. Donc, le point G, c'est une zone qui se trouve à l'intérieur du vagin. Donc, vous pouvez imaginer comme si vous mettiez un doigt à l'intérieur de votre vagin et que vous le remontiez vers le nombril.
Et donc en fait dans cette direction-là, vers le haut, à peu près à 1 ou 2 phalanges, il y a un endroit qui est un corps érectile en fait, voilà, qui porte le nom du mec qui l'a découvert. Du coup moi j'aime pas trop l'appeler le point G, je l'appelle l'éponge urétrale, parce qu'en fait c'est ce qui fait c'est ce qui protège en fait notre canal de l'urètre des infections, et du coup c'est le point de jonction entre le vagin, le canal de l'urètre et les petites jambes du clitoris. Donc il y a une espèce de carrefour à cet endroit-là qui permet d'avoir des sensations que je trouve hyper chouettes et hyper intéressantes. Et du coup on n'est pas dans le mouvement pénétratif habituel qui est plutôt associé au plaisir du pénis, qui est un mouvement de va-et-vient horizontal, mais plutôt sur un mouvement qui va aller vers la verticale et qui va aller stimuler cet endroit-là. Donc il y a des tas de jouets, stimulation du point G qu'on peut trouver. Et 1000 autres, mais je sais pas si on a tout ce temps. Tu reviendras. Tu reviendras. Et si Coquelicot permet une passerelle entre le féminin et le masculin, qu'est-ce que ça raconte, ça? Alors, moi j'ai un sujet avec les terminologies de féminin et de masculin. C'est quelque chose qui me parle pas. Même si je trouve ça très intéressant en termes de langage, ça permet d'englober en fait tout un tas de choses. Mais pour moi, un des problèmes majeurs dans notre culture, c'est d'avoir associé tout un tas de valeurs aux femmes et tout un tas de valeurs aux hommes. Et en fait, nous, en développant les chahuteuses et en creusant vraiment... en fait, moi, j'étais pas féministe avant de faire les chahuteuses. Mais en creusant, en ouvrant les questions des sexualités, pourquoi il y a tel écart, pourquoi les hommes ceci globalement, pourquoi les femmes cela quand même, etc. En fait, on tombe sur les stéréotypes de genre, quoi. Et sur cette idée que, en tant que femme, je devrais, en tant qu'homme, tu devrais. Et donc, je sais que les terminologies de féminin et de masculin, elles ouvrent vers d'autres choses. Moi, j'aime bien les termes de yin et de yang, qui permettent de déconstruire. Donc avec une énergie peut-être plus lunaire, plus douce, plus dans l'accueil, qui serait l'énergie yin, et une énergie plus dans l'action, dans la force, dans le dynamisme, dans le fait de se dépasser, etc. Et évidemment, je pense qu'on a tous et toutes les deux à l'intérieur de nous. Et du coup, le Coquelicot comme pont entre le masculin et le féminin, entre le yin et le yang. Je sais pas. Qu'est-ce que t'entends dans ta question? À quoi ça t'amène, toi, cette question? Moi, c'est une recherche. Ouais. Je le visualise d'abord comme quand même un endroit de reliance entre les hommes et les femmes. Donc pour moi, il y a quand même un enjeu à se retrouver dans cet organe physique et symbolique. À pouvoir revendiquer en tant qu'homme et en tant que femme, d'être désirant et accueillant. Tu vois, ouais. C'est ça, moi, que j'entends un peu. Mais sans avoir de réponse. Voilà, j'adore ces entretiens parce que je recherche avec chaque personne qui veut bien participer à cette recherche. Ouais, c'est une exploration. Et effectivement, le clitoris, ce qui est très intéressant, et d'ailleurs mon atelier Adopte ta vulve, la partie anatomique commence par ça, c'est l'idée qu'en fait, quand on est un fœtus, quand on est dans le ventre de nos génitrices, quand on a 7 semaines à peu près, en fait, les sexes ne sont pas différenciés. Et donc, on a tous le même matériau biologique. Et c'est à peu près autour de 12 semaines qu'on va commencer à avoir une différenciation. Et en fait, on se rend compte que le clitoris est fait d'exactement la même matière que le pénis.
Et que donc le gland du clitoris correspond au gland du pénis, les bulbes du clitoris correspondent, il me semble, à un décor caverneux, là je l'ai en visuel, mais enfin bon, il y a des visuels très intéressants que vous pouvez trouver sur internet, où voilà, en gros on est tous câblés au début de la même manière. C'est pour ça que les hommes ont des tétons d'ailleurs, parce que il y en a pas d'usage, mais au cas où ils se développeraient dans la direction d'avoir une vulve et une poitrine. Et du coup, là où Freud disait que les femmes vivaient dans ce manque du pénis et qu'en gros les femmes étaient des hommes ratés parce qu'elles n'avaient pas de pénis, en fait, on a notre clito. Et nous aussi, on a des corps érectiles. Et nous aussi, quand on est excité, on bande. Et nous aussi, on peut avoir des impulsions sexuelles. Et une personne qui bande est aussi une personne qui sait se maîtriser, qui peut le faire. D'ailleurs, soit dit en passant, l'érection n'excuse pas tous les comportements. Donc, on l'adore. Ah bah ouais. On l'adore, celle-ci. On a tous ce côté animal à l'intérieur de nous, donc voilà. Et puis on a tous un néocortex, voilà, qui est la partie du cerveau que les humains ont développé plus que les animaux, qui permettent de canaliser nos pulsions, quoi. Donc, ils ont bon dos ces stéréotypes. Les hommes ceci, les hommes ont des besoins. Oui, on a tous des besoins fondamentaux. Hein. Après, tu bandes, moi aussi. J'ai mal quand j'éjacule pas. Ah bah ouais, moi aussi, ça m'emmerde quand j'ai pas joué. C'est compliqué, hein. Ouais. Donc effectivement, voilà, quand on regarde ce clitoris et ce pénis, ça nous met sur un pied d'égalité, quoi, d'un point de vue anatomique. Donc mieux se connaître, c'est le pied pour tout le monde. Espérons. Espérons que ça nous permette d'aller jusque-là. En tout cas, moi, ma croyance, c'est que les militantismes divers et variés ont un seul et même objectif, qui est d'arriver à cet endroit où tout le monde a les mêmes droits, les mêmes possibilités et peut juste partager. Allons vers ce pied pour tout le monde, ma foi. Démocratisons ça. Alors justement, j'ai une question qui est un peu une question passage de relais pour un prochain invité. Qu'est-ce que tu aimerais que je pose comme question à un prochain invité de Coquelicot ? Ça dépend, c'est qui. À voir. Mystère. Mystère. Ce serait quoi la question de toi ? J'ai des questions assez pointues en ce moment, en fait. En tout cas, moi, une question que je me pose, mais je sais pas si ça rentre dans le champ de Coquelicot, c'est jusqu'où va la guérison en matière de psychothérapie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me drive énormément. Et après, en lien avec nos clitoris, une question à laquelle j'aimerais bien que la science apporte plus de réponses, que les sciences apportent plus de réponses, c'est quelle est la fonction du clitoris ? Parce que quand on nous dit que c'est uniquement dédié au plaisir, oui, et le plaisir, ça permet tout un tas de cocktails, d'hormones, etc. Et ça, en fait, ça permet quoi ? Ça nous amène où ? Et moi, j'ai mes théories là-dessus. Il y a des théories qui existent dessus, mais j'aimerais bien qu'on pousse un peu plus ce sujet-là. Moi, j'ai tendance à penser à croire même, qu'il est au centre, c'est le centre du réacteur de notre vitalité. Il est au cœur du réacteur. Et un des invités parle même d'orgasme thérapeutique. Ouais. Alors, avant de se dire à bientôt, Laura, je te propose dans ce studio que chacun s'installe dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Donc pour finir, je vais te poser quelques questions et tu continues à te glisser dans cet état un peu hypnotique et si tu veux bien, tu réponds encore plus par association libre. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité ? Dans ma douche. En quoi ton coquelicot est-il une force ? Il me donne de l'énergie.
C'est quoi ces super pouvoirs? Prendre soin de moi, de partager du plaisir et beaucoup d'endurance aussi. Quels sont les mots qui t'ont touché pendant ce temps de partage? Tu viens de parler de vitalité et quand je parle de mes sœurs, ça réveille quelque chose de fort aussi. Coquelito, tu ressens quoi, toi? Il est content d'être là, comme dirait une copine à moi, ma vulve applaudit des petites lèvres. Coquelito, à présent ancré en toi et relié aux autres coquelitos, avec quoi tu repars? Avec cette énergie et cette envie de continuer à libérer la parole, à poser des questions, à chercher des réponses, des liens, et puis surtout à grandir et à nous élever ensemble. Merci Laura, à bientôt. Merci à toi pour cet accueil magnifique et très agréable. C'était un plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelito. Coquelito, je nous trouve très beaux.